on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a décidé de vous raconter l'histoire d'Ed Kemper. On a regardé la série Mindhunter. Il y a un moment, le mec du FBI interview Ed Kemper et on a trouvé le personnage vraiment chelou, flippant. On a fait des recherches dessus, on a eu envie de vous conter son histoire. Et c'est parti pour l'histoire de l'ogre de Santa Cruz. Had an upbringing that was some have called dysfunctional. Parents divorced when I was young. My mother started drinking heavily, punished us harder, probably out of desperation. Character sets were being developed at that point. Edmund Kemper est né à Burbank, en Californie, le 18 décembre 1948. Ses parents se déchiraient, il a 2 sœurs, Suzanne et Ali, et à ses 9 ans, il se sépare et c'est sa mère qui récupère la garde des 3 enfants. Et il verra les beaux-pères défiler. Donc sa mère, Clarnell Kemper, souffrait de troubles psychologiques et elle buvait beaucoup, elle était alcoolique. Elle frappait ses compagnons. La plus grande de ses sœurs, Suzanne, avait apparemment un penchant aussi pour la violence, elle frappait Ed et sa mère le méprisait ouvertement. Donc apparemment, elle le traitait de cette manière parce que y avait un membre de la famille de sa mère qui est gay et en l'élevant à la dure, elle pensait que Ed n'allait pas devenir gay à son tour. Bon, dans les années 60, on pensait que c'était une maladie. Finalement, il n'est pas devenu gay, c'est devenu un psychopathe. Voilà, elle a tout réussi, sa mère. Bonne éducation. Dans la petite maison du Montana, Ed est enfermé dans la cave. Pendant qu'il est enfermé dans cette cave, il développe des troubles sociopathes. Alors moi je veux faire une petite aparté aussi. Sa mère le met dans la cave parce qu'elle souhaite que ses 2 filles aient une chambre chacune. Sauf que là, il n'y a pas assez de chambre pour tout le monde, du coup, elle demande gentiment à Ed. Ouais, gentiment. Donc à l'école, il a peur de se faire blesser par d'autres garçons et il ne se fait aucun ami. Un jour, son père rend visite à ses enfants et il se rend compte du traitement infligé à Ed. Il menace de porter plainte et sa mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remonte Ed dans la maison et elle lui rend son lit. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est super gentille. Il se met à décapiter et à torturer des animaux. Il grandit démesurément et il fait de plus en plus peur à sa mère et à ses sœurs. Sa mère l'envoie vivre chez son père à Los Angeles. Ed est content, pour lui, son père c'est son héros. C'est un vétéran de l'armée, il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et il est revenu vivant. Là-bas, il s'intègre pas plus, il n'arrive pas à se faire d'amis et aussi, il fait peur à la nouvelle femme de son père. Son père trouve une excuse pour l'envoyer chez ses grands-parents paternels, Maud et Edmund Kemper, à Norfolk, dans une ferme, mais il recommence à faire peur à ses grands-parents. Ed ne se fait pas remarquer à l'école et son passe-temps, c'est de traîner avec son chien, il prend une carabine et il va tuer des lapins et des oiseaux. Sacré passe-temps. À la fin de l'année scolaire 64, il a alors 15 ans et retourne chez sa mère pour y passer l'été, mais revient à la ferme 2 semaines après. À son retour, Maud remarque qu'il a régressé. Elle le ressent et lui confisque les armes. Ed prend ce manque de confiance comme une insulte et tout l'été, la tension monte petit à petit. Le 27 août 64, Ed est assis à la table de la cuisine avec sa grand-mère. En levant les yeux, elle s'aperçoit qu'il a un regard sombre, un regard qu'elle a déjà vu à de nombreuses reprises auparavant. Il s'énerve, elle lui demande d'arrêter. Ed, du coup, vexé, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son fusil, il prend son chien et prétexte partir à la chasse. Sa grand-mère l'avertira de ne pas tirer sur les oiseaux et reprend ce qu'elle était en train de faire. Ed se retourne en sortant de la maison et la regarde à travers la porte grillagée. Il tira alors une fois sur Maud qui s'effondrera sur la table. Il lui tire encore une fois dessus. Au cas où, on sait jamais. Il est pas sûr, mamie, tu bouges encore ? Non. Il enveloppe sa tête dans une serviette et traîne le corps dans la chambre. Quand le grand-père rentre de l'épicerie, il lui tire dans le dos. Confus et agité, qu'est-ce qu'il décide de faire? Et sa chose très bizarre, il appelle sa mère qui lui dira d'appeler le shérif. Alors, je veux revenir là-dessus un petit peu parce que c'est quand même la personne qui l'a fait devenir comme ça, qui a fait de son enfance un calvaire. Et en fait, au moment où il a un souci, c'est sa mère qui l'appelle, c'est assez bizarre. Un souci de meurtre en fait. Ouais, un souci très grave, c'est sa matriarche. J'avais envie de le placer. J'avais envie de le placer. À la police, il avoue les 2 meurtres, disant qu'il avait planifié déjà depuis longtemps le meurtre de sa grand-mère. Il dira plus tard qu'en fait, sa grand-mère lui rappelait sa mère. Elle était très autoritaire, elle le reprenait sur beaucoup de choses, et c'est ce qui a fait qu'en fait, il l'a tué. Et il dira aussi qu'il a tué son grand-père pour le protéger de voir sa femme morte et d'une potentielle crise cardiaque due au choc de voir sa femme morte. Et les gentils Edmund quand même. Après ces 2 meurtres, Ed est incarcéré dans un centre pour délinquants juvéniles. Un psychiatre nommé par la cour diagnostique Ed comme souffrant de troubles paranoïaques et psychotiques. Et il est envoyé à l'Atascadero State Hospital le 6 décembre 1964. Ed se montre des plus coopératifs pour son traitement et il arrive à convaincre le corps médical qu'il a envie de se soigner. En fait, son intelligence lui permet d'assimiler les codes de la psychologie et de se faire passer pour le bon élève. Ed côtoie des individus dangereux comme des violeurs
et il est fasciné par leurs récits. Ses fantasmes sexuels deviennent de plus en plus complexes et intenses. Et surtout, il prend note des erreurs commises par ses comparses sur les scènes de crime, comme des témoins, des preuves négligées, des attaques sur des femmes qu'il connaissait, des endroits trop publics, mais surtout laisser les victimes en vie. Évidemment, il ne partage pas ses fantasmes avec ses médecins et il passe pour quelqu'un de volontaire, religieux, conservateur et aussi intelligent. Il est libéré en 69 à l'âge de 21 ans et redémarre sa vie dans un collège communautaire près d'Atascadero. Après 3 mois de probation, il est libéré du contrôle de l'autorité de la jeunesse. Et malgré les avis des médecins, alors de ce qu'on a pu entendre et lire, en fait, les médecins ont déconseillé fortement de renvoyer Ed chez sa mère parce que c'était à cause d'elle que tout ça était arrivé. Et bien évidemment, où est-ce qu'ils vont le renvoyer ? Chez sa mère. Chez maman. Ed se retrouve entouré de hippies alors que lui adopte une coupe courte, carrée et une fine moustache. La Californie et Santa Cruz sont le haut lieu de la culture flower power et Ed est à l'exact opposé de ce mouvement. Il est plutôt conservateur, il admire l'armée, les forces de l'ordre et il désire même s'engager dans la police, mais malheureusement, il est trop grand. Il mesure 2,06 m. D'ailleurs, je vois pas pourquoi c'est un problème en fait. Ouais, peut-être qu'à l'époque c'était un problème pour rentrer dans la voiture. Ouais, mais je sais pas, justement, un policier qui fait 2 mètres, c'est impressionnant. Quand il veut partir au Vietnam, c'est la même sentence, il est refusé à cause de sa taille. Sa mère s'appelle à présent Clarnell Strandberg et travaille à l'université de Californie de Santa Cruz. Ses années sans son fils lui ont profité, mais les disputes reviennent. Il dira plus tard qu'elle le traitait comme un gamin et l'harcelait sur des questions futiles comme le nettoyage des dents. Il voulait se socialiser, rencontrer des filles et sa mère n'a rien trouvé de mieux que lui rétorquer qu'elles étaient trop bien pour lui et qu'il était aussi minable que son père. Ed sera terrifié à l'idée d'entamer une relation avec une femme et terriblement frustré. Il avait pour habitude de se réfugier dans un bar qui s'appelle le Jury Room, un bar pour les policiers, pour les shérifs, où il avait l'habitude de discuter d'armes et il se faisait même appeler Big Ed. Son premier travail à la voirie lui a permis de gagner assez d'argent pour pouvoir prendre un logement et enfin partir de chez sa mère. Ed est passionné de moto, mais il boit de plus en plus et du coup a beaucoup d'accidents. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'acheter une voiture similaire aux voitures de police avec une radio, une grande antenne et un microphone. C'est assez particulier quand même d'acheter une voiture ressemblant aux voitures de police. Parce qu'il veut jouer aux policiers, peut-être ça apporte la confiance. Il commençait déjà à préparer ses plans. Il commence à prendre des autostoppeurs et apprend à bien se comporter avec eux pour passer pour quelqu'un de confiance. Il prend du plaisir à rencontrer des gens et à discuter avec eux, mais surtout, il commence à préparer son véhicule. Il modifie la porte passager pour l'empêcher de s'ouvrir de l'intérieur. Au fur et à mesure, il place dans le coffre des sacs plastiques, des couteaux, des fusils et des couvertures. Ed peaufine son scénario, il attend son heure pendant plus d'1 an, jusqu'au 7 mai 1972. Marianne Pech et Anita Lucchese étaient étudiantes au Fresno State College et ont été prises en stop à l'université de Stanford. Après avoir conduit quelques temps, Ed prend son fusil qui était caché en dessous son siège et s'arrête dans une zone déserte. Il met Anita dans son coffre pour s'en prendre à Marianne. Il menotte Marianne, il met un sac plastique sur la tête et il tente de l'étrangler. Elle arrive à faire un trou dans le sac plastique pour reprendre sa respiration. Ed est frustré, il sort son couteau et la poignarde à plusieurs reprises. Il retourne au coffre et poignarde Anita. Après avoir tourné quelques temps pour savoir quoi faire des corps, il emmène le corps de Marianne dans son appartement où il déshabille Marianne et la dissèque. Il décapite Anita et enterre Marianne dans le sac plastique avec lequel il a essayé de l'étouffer. Il garde les 2 têtes et finit par s'en débarrasser en les jetant dans un ravin. Marianne sera retrouvée et identifiée en août, mais ni la tête d'Anita ni son corps n'ont été retrouvés. Dans la soirée du 14 septembre 1972, il prend en stop Aikoko, 15 ans, qui se rendait à un cours de danse. Elle en avait marre d'attendre le bus et décide de faire du stop. Aiko panique, mais Ed la convainc qu'il ne lui arrivera rien si elle n'essaie pas d'alerter les gens autour. Malheureusement, il l'étouffe, la sort de la voiture, la pose au sol et la viole. Puis il l'étrangle et la met dans le coffre pour reprendre la route. Tard dans la nuit, il dissèque son corps et éparpillera les restes dans la nature. Il se rend le lendemain à un entretien avec des psychiatres dans le cadre de sa libération sur parole avec la tête de sa victime dans le coffre. Il entreprend en effet de faire effacer son casier judiciaire et donne les apparences d'une réinsertion modèle.
Il se fiance même avec la belle-sœur de son ancien patron. Mais il ne parvient pas à récupérer d'un accident de moto et le médecin du travail refuse qu'il reprenne son emploi. Si vous vous souvenez, plus tôt, on a dit que Ed était un grand fan de moto et qu'il avait subi plusieurs accidents. C'est surtout qu'il était fan aussi de la bibine. À court d'argent, Ed doit rendre son appartement et retourne chez sa mère où les disputes reprennent d'aussitôt. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à boire de plus en plus et perd pied complètement. Le 8 janvier 73, il achète un pistolet de calibre 22 automatique. Il prend en stop Cynthia Scholl et la conduit dans les collines près de Watsonville où il la force à aller dans le coffre et lui tire dessus. Ed doit maintenant composer avec la présence maternelle et cachera le corps en attendant que sa mère parte au travail. Il aura ensuite une relation sexuelle avec le cadavre de Cynthia. Il la dissèque dans la baignoire en prenant le plus grand soin de nettoyer toutes les traces. Il enlève la balle de son crâne et enfouit la tête dans le jardin de sa mère. Plus tard, il jettera les parties du corps du haut d'une falaise. Heureusement, cette fois, le corps sera découvert dans les 24 heures. Lui, il n'est absolument pas inquiet parce qu'il a été très prudent. Dans la nuit du 5 février 73, Ed et sa mère ont une violente dispute et claquent la porte de l'appartement, survolté et prêt à frapper. Il prend en stop Rosalind Thorpe, puis une deuxième autostoppeuse, Alice Liu, qui n'avait pas d'appréhension à monter dans la voiture puisqu'elle avait vu Rosalind et l'autocollant UC Santa Cruz de stationnement que lui avait procuré sa mère. Ed n'arrête même pas sa voiture pour la mise à mort. Il attire l'attention de Rosalind du côté passager et il lui tire directement dans la tête. Rapidement, il pointe son fusil sur Alice et lui tire à plusieurs reprises dessus. Contrairement à Rosalind, Alice ne meurt pas immédiatement et il fait un aller-retour à l'appartement, il va se garer dans une petite allée sombre et il décapite les corps directement dans le coffre. Pas inquiet, confiant. Le lendemain matin, il ramène le corps d'Alice chez sa mère et il a des relations sexuelles avec son cadavre dans sa chambre. Il ramène la tête de Rosalind pour enlever la balle comme il l'avait fait auparavant avec Cynthia. Ensuite, il disperse les parties des corps un peu partout. Le week-end de Pâques, environ un mois après l'assassinat de Rosalind et Alice, il a décidé que c'était le moment de se débarrasser de sa mère. Le 20 avril 1973, après être rentrée d'une fête un peu arrosée, Clarnell, elle avait 52 ans à cette époque, elle réveille son fils en faisant du bruit. Elle était assise sur son lit en train de lire un livre, elle remarque que Kemper entre dans sa chambre et elle lui dit Je suppose que tu vas vouloir rester assis ici toute la nuit et parler ? Kemper répond non, bonne nuit. Il a ensuite attendu qu'elle s'endorme. À 5h15 du matin, il prend son marteau et il va dans la chambre de sa mère. Il la frappe à la gorge et s'acharne tellement que son larynx s'enlève. Il l'a ensuite décapité. Il s'est adonné dans l'irrumation avec sa tête coupée. Donc l'irrumation, c'est quand c'est toi qui fais le geste de faire les mouvements de va-et-vient dans la bouche de ta ou ton partenaire. Donc en l'occurrence, là, c'était la tête coupée de sa maman. Et apparemment, donc dans la série Mindhunter, il raconterait même qu'il a fourré. Bah c'est ses mots. Fourré, c'est ses mots. Il a fourré le larynx de sa mère. Chacun la met où il veut. Ensuite, il joue aux fléchettes avec la tête de sa mère. Kemper cache le corps dans un placard, nettoie un petit peu et il quitte la maison. Eh mais je tiens quand même à dire juste un petit truc. Enfin, il a quand même, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il dit dans Mindhunter, baiser la tête de sa mère. Ça montre comment il l'a méprisé quand même. Il voulait se venger à ce moment-là, lui dire tout ce que tu m'as fait souffrir, voilà, je te le fais payer maintenant. Ed commence à s'inquiéter. Il se dit qu'il sera immédiatement soupçonné si le cadavre de sa mère est retrouvé. Pour expliquer l'absence de sa mère, il décide de piéger une des amies de sa mère. Pour faire croire qu'elles sont parties en vacances, ce sera plus crédible que de dire que sa mère est partie toute seule. Dans l'après-midi, il appelle une amie de sa mère, Sally Hallett, pour l'inviter à manger, mais elle ne répond pas. Sally rappelle vers 17h, Kemper l'invite en prétextant faire une surprise à sa mère. Lorsque Sally arrive, il l'assomme, l'étrangle et la dépose sur son lit. Il lui enveloppe la tête dans un sac papier et va boire quelques bières. Tout va bien. Faut se détendre. De retour à l'appartement, il décapite le corps de Sally et s'endort dans le lit de sa mère. Le lendemain matin, il place le corps dans le placard de la chambre et quitte la ville dans la voiture de Sally. Il roule vers Sacramento et ne s'arrête que pour prendre de l'essence, des sodas et des amphétamines. Accessoirement. Il va à Reno, dans le Nevada. Il loue une autre voiture et abandonne celle de Sally à une station-service. Dans le Colorado, il est arrêté pour excès de vitesse et paye tranquillement sa contravention. Là, Ed ne cesse d'écouter la radio pour savoir si les cadavres ont été découverts. Après 30 heures de route, il est épuisé et dans la nuit du 23 décembre 1973, il décide d'appeler la police de Santa Cruz. Il leur avoue les meurtres qu'il a commis. La police pense que c'est une blague et même ses collègues du jury room se disent qu'il n'a pas pu faire ça. Il leur indique où se trouve le corps de sa mère et le corps de Sally et sera appréhendé par la police de Pueblo.
Ed Kemper livre des aveux détaillés de ses 8 meurtres. À son retour à Santa Cruz, il conduit les enquêteurs sur les lieux de ses crimes. Son avocat décide de plaider l'aliénation mentale. À l'audience, le procureur envoie balader tous les témoins de la défense qui venaient plaider en faveur de l'aliénation. L'aliénation mentale, c'est la dégradation passagère de la maîtrise de soi ou du jugement. Et en gros, si t'es reconnu fou, si en gros t'arrives à plaider la folie, t'es pas incarcéré dans une prison, mais en psychiatrie. Comme toujours aujourd'hui. Voilà, c'est toujours pareil. C'est plus facile, c'est plus tranquille, et en plus, il shoot au médoc. Bon, le temps passe plus vite. Le docteur Joel Ford est témoin de l'accusation. C'est lui qui suivait Ed Kemper pendant son séjour à Atascadero. Du coup, son diagnostic était qu'il n'était pas schizophrène paranoïde. En gros, il était complètement conscient de tout ce qu'il faisait. Il est obsédé par le sexe, la violence, il a besoin d'attention, mais il n'est pas fou. Et le docteur Ford certifie que si jamais il était libéré, il tuerait encore. Après 5 heures de délibéré, Kemper est déclaré coupable de meurtre au premier degré sur l'ensemble des 8 chefs d'accusation. Après un passage par Vacaville, il est envoyé à Folsom où il va purger sa peine à perpétuité. Là-bas, c'est un bon client pour les études sur les serial killers. Il est même auditionné par les profilers du FBI. Et comme on peut le voir dans Mindhunter, c'est lui le précurseur du terme serial killer. Avant, on disait meurtre en séquence ou par séquence, je crois, si je me souviens. Il a fait de nombreuses entrevues avec Robert Ressler du FBI pour une série d'auditions qui donneront naissance à la discipline du profilage. En 1988, il participe avec John Wayne Gacy à une émission de télé, et comme toujours, il est loquace, explicite et fait preuve de beaucoup de finesse psychologique. Il était pas con, hein. Et Kemper, avec tout ça, tout ce qu'il recherchait, c'était la reconnaissance et la médiatisation, parce qu'il avait le statut de génie du crime. Et son passe-temps à la prison, c'était quoi? C'était de faire la lecture aux aveugles. Et comme on le disait juste avant, Ed a atteint son but et a gagné ses galons de tueur en série. Alors faut savoir que son raffinement a fait de lui une source d'inspiration pour le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Il a aussi acquis le surnom de l'ogre de Santa Cruz et de Co-Ed Killer. Co-Ed Killer apparemment pour Co-Educational College, je sais pas pourquoi, ça par contre. Une de ses célèbres citations a été reprise dans le roman de Bret Easton Ellis, American Psycho, dans la bouche du héros Patrick Bateman. You know what Ed Gein said about women? Ed Gein, maitre d' Canal Bar? No. Serial killer, Wisconsin in the 50s. And what did Ed say? He said, when I see a pretty girl walking down the street, I think 2 things. One part of me wants to take her out and talk to her, be real nice and sweet and treat her right. And what'd the other part of him think? What her head would look like on a stick. Depuis sa condamnation, Ed Kemper purge sa peine à la prison d'État du California Medical Facility. Et la chose qui nous a choqués tous les deux, c'est qu'en fait, il a été arrêté en 73 et en 79, il était éligible à la libération conditionnelle. Donc, le mec, il s'est fait arrêter fin 73 du coup, et en 79, il est éligible à la libération conditionnelle. Ça, tu viens de le dire. Oui, non mais... non mais c'est ouf quand même. Il a même pas fait 7 ans de prison. Et on lui dit, oh là, tu peux faire ta petite demande pour pouvoir sortir. Tu demandes pardon et tu peux sortir. Moi, c'est ça, comme ça, je le prends. Mais du coup, il a renoncé à son droit et selon l'avocat Scott Curray, il est heureux de vivre sa vie en prison. Et voilà, petit débrief. On s'aperçoit encore une fois que ça vient souvent des parents, la manière dont la mère le maltraitait. Et derrière, il a développé des facultés à décapiter les gens. Par rapport à son enfance, il a beaucoup été pris pour un idiot, même vis-à-vis de ses professeurs. Alors qu'en fait, il a un QI de 140, quelque chose comme ça. Au-dessus de la moyenne, en tout cas. Il était HP. Donc voilà, beaucoup plus intelligent que la plupart des gens qui l'entouraient. Le fait qu'on le prenne pour l'abruti, qu'il n'arrive pas à s'intégrer parce qu'il avait un gabarit, il était hors norme quand même. Le mec, il faisait 1m90 à 15 ans. Il s'est replié sur lui-même, il a préféré disséquer des gens. Et aujourd'hui, en fait, il recherche la reconnaissance et à être sous le feu des projecteurs parce que tout ce qu'il a essayé d'entreprendre dans sa jeunesse, le fait qu'il veuille entrer dans l'armée ou entrer dans la police, il s'est fait rejeter. Il s'est fait recaler. Sa mère l'a rejeté, son père l'a rejeté. Donc là, sa grand-mère. On va dire ça, oui, ça se comprend un petit peu qu'il cherche à être sur le devant de la scène. À sa manière. Même si c'est grave ce qu'il a fait. Ouais. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, on voulait vous remercier parce qu'on a dépassé les 300 abonnés sur la chaîne et ça nous fait extrêmement plaisir. Cool. Continuez comme ça, petit pouce, petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, vraiment, on le répète à chaque fois, mais il y a encore de la place les frérots. On vous accueille à bras ouverts. Ouais. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao.